Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation complète et de règles d'un petit jeu bien sympa qui s'appelle Rusty Dagger. Donc c'est un petit jeu que vous pourrez acheter pour 2 $, assez incroyable, et on va vous fournir tous les PDF dont vous avez besoin au niveau de la création de personnages, de scénarios et de règles. Donc c'est assez incroyable de trouver un jeu à 2 $. Donc je remercie Julien des Chroniques de Vendetta qui m'a fait connaître ce jeu. C'est un jeu de Rob Salters qui a été traduit par Julien. Donc sur présentation de votre preuve d'achat, vous lui envoyez un mail et il vous fournira la traduction complète de toutes les règles du jeu de base. Et il existe aussi un scénario qui a été traduit aussi et qui lui est gratuit en téléchargement. Dans la description de cette vidéo, je vous mets le pack complet. Donc ce jeu est un jeu de rôle, d'aventure et de combat avec des figurines sur une toute petite surface de jeu, et ça c'est super sympa. Donc on va voir dans cette vidéo tout ce dont vous aurez besoin pour jouer. Donc notamment les tuiles, les figurines vous en avez, il n'y a pas de souci, les dés, enfin le matériel nécessaire. Donc c'est vrai que moi je travaille dessus, j'ai déjà fait 2 vidéos de conception de tuiles, vidéos qui vont sortir peu de temps après celle-ci, de façon à vous expliquer comment on va pouvoir construire sa tuile, mais vous n'en aurez pas forcément besoin parce qu'il y a d'autres solutions. Je vous en parlerai. Quoi de plus à rajouter à cette introduction? Je vais chapitrer la vidéo de façon à ce que vous puissiez vous balader d'un chapitre à l'autre si vous avez envie de revenir dessus concernant les différentes règles. Donc dans un premier temps, on va regarder le matériel nécessaire. Ensuite, on va créer ensemble un personnage que vous retrouverez dans une future partie de jeu. On va voir aussi tout ce qui est règles de combat, mise en place du décor qui se fait d'une façon aléatoire. Bref, je vais balayer complètement ce jeu parce qu'il mérite vraiment toute votre attention. Vous savez, pour 2 $, si vous êtes équipé de figurines et puis de trucs comme ça, ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure. C'est pour ça que j'ai vachement kiffé, comme ils disent, ce concept. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de me suivre dans cette vidéo et on va commencer par la présentation du matériel nécessaire pour jouer. Et ensuite, on va développer tout le jeu jusqu'à sa conclusion. Allez, on se rejoint sur la table. Alors, de quoi aurons-nous besoin pour jouer à ce jeu? Bien sûr, des règles de base à 2 $, je le rappelle. Donc, je remercie bien sûr Julien des Chroniques de Vendetta qui a fait la traduction française. Donc, moi, je n'ai pas suivi le concept. C'est un petit livret qui se coupe d'une certaine façon et vous avez vos règles sur un petit livret. Forcément, dans le pack du jeu, vous aurez une fiche de personnage avec des traits, des sous-traits, mais ça on va voir tout à l'heure lors de la création. On va acquérir de l'expérience au fil des aventures pour atteindre un niveau maximum de 13. Savoir que l'expérience, vous gagnerez peut-être 1 point ou 2 par scénario. Donc forcément, ça va avancer tout doucement. Vous pourrez avoir des compagnons. Enfin bref, je vous présenterai tout ça tout à l'heure parce qu'on va créer mon personnage ensemble qui s'appelle Alaric. Je vais jouer un croisé, forcément, vous l'aurez deviné en ayant vu la photo de la figurine. Et on va s'occuper de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous aurez besoin en matière de physique? Vous aurez besoin de dés, plus particulièrement des D6 et des D10. Et puis ensuite viendra s'adjoindre au jeu des D4, des D12, éventuellement des D20. Donc j'ai pas tout exploité au niveau des règles et des besoins des scénarios surtout. Parce que c'est dans les scénarios qu'on va découvrir un petit peu tout ça. Donc forcément en matière de dés, vous me connaissez et j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut ici aussi. Vous voyez, tac, là on a de quoi faire. Qu'est-ce que vous aurez besoin ensuite? Des
petit pion et d'un sac, parce que l'initiative va se tirer à travers un petit sac. Donc, vous aurez chacun, enfin non, pas chacun, chaque adversaire aura 6 pions de couleur. Donc moi, bien sûr, j'ai pris les bleus pour les gentils et les rouges pour les méchants. Ça va servir lorsque vous allez jouer. Hein, donc vous allez tirer, on verra tout à l'heure l'initiative, tac, au hasard. C'est qui joue en premier? Bah, c'est le méchant, voilà. Et on verra les règles d'activation de l'intelligence artificielle, etc. Donc là, vous aurez besoin de ça. Donc j'ai pris des gemmes. Il y en a qui jouent avec des petites pierres transparentes, avec des pions quelconques. Ça, c'est vous qui voyez. Bien sûr, alors ça, c'est un bonus, mais qui n'est pas forcément, on va dire, bah, c'est pas obligatoire. Donc moi, chaque fois que j'aurai joué, bah, je mettrai mon pion dedans, vous voyez. Comme ça, après, une fois que tous les pions ont été joués, bah, je m'embête pas. Voilà, tac, je prends et je remets. Hop, comme ça, je sais ce que j'ai sous les yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Et c'est là où je vais zoomer, chers amis. On va avoir besoin de décors. Alors, moi, j'ai ces décors-là. J'en ai un petit peu de toutes les sortes. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez jouer sur différents environnements, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Soyez patient, s'il vous plaît. Donc voilà, là j'ai sorti toute une ribambelle de décors. Hein, voilà. Alors, ce qu'il y a d'important dans le jeu, comme ça se joue sur des cases, comme on verra tout à l'heure, il y a des décors qui prennent 4 cases, qui sont considérés comme des décors imposants, qu'ils soient haut ou bas. Ça, on verra au niveau des scénarios, parce que ça a son importance. Si vous jouez dans le scénario, on vous dit placer un gros décor qui fait 4 cases, mais qui est haut, ça veut dire qu'il sera infranchissable et qu'on n'aura pas la ligne de vue. Voilà. Là, c'est un décor pareil, 4 cases, sauf que bien sûr, ça va dépasser sur la table de jeu, mais on peut s'en servir comme décor. De 4 cases, par exemple, les plus gros décors, bah, de 4 cases, on peut mettre un puits qui ne sera pas forcément inaccessible en traversant, par exemple. Hein. Bon, bien sûr, encore une colonne. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, les décors à 2 cases, on va avoir plutôt ce style-là. Voilà, des armoires. On pourra poser, on peut aller se bastonner dans une auberge par exemple, ça tombe bien parce que moi j'ai tous les décors qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme décor? Alors là on pourra éventuellement le considérer, ce petit puits, comme un décor de 4 cases si vous n'avez pas d'autres choix. Et là on a tous des décors de 1 case. Donc on peut avoir des barils, ça peut être super sympa. Voilà, des barils à poser. On peut avoir également des tables. Voilà, donc là c'est de l'impression 3D que j'ai peint. Donc ça prend qu'une place, c'est ça qui est bien. Et voilà, des bouteilles, ça prend qu'une case. Une espèce de table d'alchimie. Une table aussi de taverne. Des petites ressources, hein, des petits trucs à bouffer, enfin des caisses, des barils, voilà. Donc ça c'est pour les décors. Alors que je réfléchisse, bien sûr les figurines je ne vais pas vous les montrer parce que forcément vous allez y retrouver vos héros, vos zombies, vos machins, parce que je sais que dans la première aventure il y a des zombies. Alors, solution pour votre tuile de jeu qui fait 10 cases de long, 6 cases de... 10 cases à l'horizontale, 6 cases à la verticale. Le jeu de base vous fournit une grille, hein, voilà, une grille de donjon, mais vierge. Donc je vous le montre à l'écran, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc moi je sais que j'ai élaboré tout ça d'une autre façon, on va le voir tout à l'heure. Vous aurez éventuellement la possibilité, je vous mets la photo à l'écran, de trouver sur internet des tuiles de donjon imprimables. Pourquoi pas? Il faudra sûrement peut-être faire du photomontage pour avoir 10 cases de long et 6 cases de verticale. Donc du coup ça,
je vous laisserai faire. Moi, dans notre conception, je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi les 10 cases, en fait, j'en ai 11 et pourquoi sur les 6 cases, j'en ai 7. Autre possibilité qui peut être sympa, donc j'ai présenté en vidéo en partenariat avec Loki Battle Map les... alors là, attendez, parce que j'ai la lumière en... Ah non, c'est la lumière du haut. Bon, on va le faire comme ça. Voilà, le Little Book of Battle Mats de Loki. Donc du coup, c'est la Dungeon Edition. Donc c'est le petit livret. Donc vous avez les gros que j'ai présentés en vidéo. Et là, c'est les petits. Et là, ça tombe bien. Parce que vous avez toute une ribambelle de tuiles, quelle qu'elle soit, de donjons. Là, par exemple, on peut dire que c'est un donjon. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on compte celle-là, ça fait 11. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 ici. Ce qui veut dire qu'avec un... Soit vous posez des pions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous pouvez aussi délimiter, si vous utilisez, on va dire, les grands livres de Dungeon of Battle Map, vous délimitez ici la zone de jeu et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Avec un feutre, bien sûr, de tableau effaçable. Donc tout de suite, je vais l'effacer. Donc ça va être la solution aussi pour faire varier vos environnements. Et ça peut être sympa. Donc on va y retrouver pas mal de trucs. Vous voyez là aussi. Là, c'est un autre type de donjon. Là, voilà, là, il est vierge. On pourra poser nos décors dessus. Pareil ici. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et c'est bien sympa ce truc. Moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour ceux qui le possèdent. Là vous voyez, on a un joli donjon aussi, avec potentiellement des portes. Après vous pouvez créer vos scénarios et tout, donc ça c'est super, super cool, hein, parce que je vous invite à travers ce petit jeu à faire usage de votre imagination, comme le fait Julien, parce qu'il est en train de créer un autre scénario. Et ces scénarios-là, effectivement, il faut les adapter en fonction du niveau de votre joueur, donc en fonction de l'expérience qu'il a acquise. Donc, bien sûr, le message à passer à Rob Salter, ça va être de nous créer des nouveaux monstres. Je sais qu'il y a des zombies, je sais qu'il y a d'autres trucs qui vont venir, donc je ne vais pas trop spoiler. Et pour terminer, pour les geeks comme moi, qui veulent avoir quelque chose de personnalisé, ben, vous pouvez créer votre tuile de jeu comme je l'ai fait ici. Le tuto va se situer à la fin de cette vidéo, dans les suggestions que je vous mets à chaque fois sur les 15 dernières secondes, à savoir que je vais sortir la vidéo et peu de temps après je vais sortir le premier tuto qui est la conception d'une tuile donjon, dont je rappellerai les références par rapport aux produits, par rapport aux vidéos que j'ai faites, notamment la conception de donjons, de plaques de donjons avec Christophe de Hobby Shop. Hein, on avait fait du même type, hein, sauf que là il faut bien quand même avoir son quadrillage et tous les produits que j'ai utilisés quasiment sont sur ma chaîne, hormis un ou deux, hein, mais bon, je les cite. Et pour faire varier les plaisirs, j'ai décidé de faire une tuile, on va dire, d'extérieur. Pourquoi? Parce que je compte moi aussi me lancer dans la conception d'aventures pour faire vivre ce petit jeu qui est bien sympa. Et vous allez voir au niveau des règles et des présentations que c'est cool, quoi. C'est pas compliqué, c'est vraiment sympa et sur un tout petit format. Donc la seule chose que je vous préviens au niveau de la présentation de ces deux tuiles, donc la donjon et la tuile extérieure, c'est qu'à un moment donné, sur les deux premières vidéos, je me répète à peu de choses près sur comment concevoir sa tuile et ensuite on attaque la peinture. Donc pour la troisième tuile, voire la quatrième, parce que j'ai d'autres projets là-dessus, d'autres environnements, bah, je shooterai la découpe ou les trucs comme ça. Il n'y aura pas besoin, on passera directement à la peinture. Donc à ce sujet, je vous montre sur ces images
Ce que ça peut donner, si on habille par exemple la tuile donjon de mur, bon, alors les décors, je les ai mis un peu au pif, hein, parce qu'il y a des règles spécifiques, hein, à faire, notamment les petits décors, les moyens, les grands. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais également sur la tuile extérieure, où on peut s'immerger dans ce semi-jeu de rôle, petit jeu de rôle et jeu d'aventure et de figurines, avec des maisons autour, avec des nouveaux monstres. Voilà, on va vraiment axer sur l'immersion. Alors à savoir que je ne l'ai pas précisé en intro, mais on a aussi bien du combat, mais on a aussi des défis narratifs qui vont nous permettre de rentrer dans le jeu de rôle. Par exemple, convaincre quelqu'un de se rejoindre à notre groupe. Donc il faudra faire un G, plus la caractéristique qui sera éventuellement je ne me rappelle plus ce qu'il y a sur la fiche de personnage. Survie, chance, sagesse, franchise, ruse. Peut-être en atteignant un certain, on va dire, G2D, on peut convaincre quelqu'un de se rallier à notre troupe. Et comme vous avez vu en intro, c'est un jeu qui est complètement solo, sauf que le mage elfe, quand il dit mais, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête, mais on en parlera plus tard. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du jeu aussi, qui est la conception de son personnage. Allez, c'est parti. Allez, on va voir la description de création du personnage. En l'occurrence, ici, il a déjà un nom. Il s'appelle Alaric. C'est un croisé. Forcément, ça va être un templier. Il va recevoir d'entrée 15 richesses qui peut se comparer à de l'or, à des bijoux. Pourquoi pas de la moutarde aussi, hein, puisqu'on y est. Et il démarre avec 38 points d'expérience. Alors, pourquoi 38? Je ne sais pas. Et il va augmenter son expérience au fur et à mesure de ses aventures jusqu'à un maximum de 13 et gagner des compétences au fur et à mesure qui va prendre, on va dire, de la force. Alors, à savoir que dans le jeu, nous avons 4 types de classes de personnages. J'espère que Rob Salters en créera d'autres dans ses futures extensions. Alors, dans un premier temps, on va y retrouver parmi le choix de 4, un charognard, alors qui est un gamin des rues, aux mains habiles. Ce héros n'est pas étranger au danger. Charognard qu'on peut assimiler à un voleur, à un roublard, éventuellement pourquoi pas un ninja, hein, tout est permis, donc voilà. Un croisé, alors un croisé bien sûr vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui est à la gloire de Dieu. Ce héros n'a qu'une seule mission dans la vie, c'est de chasser le mal de la terre au nom des dieux. Donc voilà, c'est ce que je vais incarner à travers Alaric. Nous avons aussi un mercenaire. Puissant par sa ruse et sa vigueur, ce héros excelle au combat en écrasant les ennemis qui ne savent pas manier l'épée. Alors le mercenaire peut être assimilé, pourquoi pas, à un barbare, hein, après tout, hein, on peut aussi jouer ce type de personnage. Et enfin, un nécromancien qui, œuvrant dans une tour humide remplie de tombes secrètes, sa vie est consacrée à l'étude de la sorcellerie et autres arts obscurs. Donc voilà parmi les 4 classes de personnages. Alors, on va décortiquer ensemble en m'aidant bien sûr du petit livret de création de héros, parce que je ne maîtrise pas encore bien tout ça. La seule chose que vous devez savoir, c'est que dans un premier temps, je vais zoomer. Voilà, de façon à ce qu'on puisse avoir une meilleure vue sur les traits de caractère de notre héros. À savoir que cette fiche en français a été modifiée par Julien des Chroniques de Vendetta, car il manquait ce petit carré dont on va voir à quoi il sert tout à l'heure. Alors, à savoir que nous avons 5 traits. La santé, hein, qui va représenter la vitalité de notre héros. Donc, avec des sous-traits qui est agilité et vigueur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, autrement on va passer des plombes.
Nous avons le combat où on pourra attribuer une certaine chiffre au niveau de l'archerie et de l'épée, ou éventuellement pas du tout, hein, ça dépend, on peut tout mettre dans l'archerie, mais bon, ça on va voir tout à l'heure. Le savoir, donc arcane et survie, le jugement, chance et sagesse, et la personnalité, la franchise et la ruse, qui peut nous servir, par exemple, pour le recrutement de compagnons. On aura droit à maximum 3 compagnons, ayant chacun leurs caractéristiques en fonction du scénario, et de ce que nous dit le scénario et les caractéristiques de ses compagnons. À savoir qu'au niveau des capacités, on va tous commencer avec une réussite naturelle, qui est tout simplement une compétence qui permet sur un résultat de 12 naturel, le score de l'action est une réussite. Voilà, tout simplement. Quelles que soient les valeurs adverses, parce que vous allez jeter simultanément les dés, on verra tout à l'heure en combat, pour justement définir les niveaux de le seuil de difficulté, on va dire, pour reprendre certains vocabulaires, pour réussir. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, définir quelles sont les caractéristiques de mon Templier, à savoir qu'il vaut mieux rester dans le thème, hein, parce que je ne mettrai pas forcément plus de parenthèses de certaines caractéristiques. Donc là, un Templier, pour moi, c'est quelqu'un de valeureux, hein, et qui maîtrise le combat. À savoir que ici, on peut voir qu'on a des chiffres, tableau des points de stats. Donc on a 5 chiffres qui correspondent aux 5 traits de notre personnage. Et on a 4, 7, 7, 9, 11. Ce qui veut dire qu'on va sélectionner un des chiffres qu'on va mettre dans un des traits. Par exemple, je veux que mon Templier soit agile et ait de la vigueur. Donc je vais sélectionner le 11 que je vais mettre ici. Voilà. Déjà dans un premier temps. Après on verra les sous-traits. Donc le 11 a été sélectionné. Ensuite, en combat, forcément, je vais lui mettre le chiffre le plus haut qui est 9. Le mettre dans combat. Et après, on va dispatcher tout ça. Ensuite, 7, 7, 4. Alors, 7, 7, 4. En savoir, on va mettre... là, c'est pas évident parce que personnalité, franchise, ruse. Parce que tout ça va être des modificateurs dont on va voir l'utilisation. Je pense qu'il a de la personnalité. Je vais lui mettre 7. Il a du savoir parce que c'est un Templier. Je vais lui mettre 7. Et en jugement, chance et sagesse, je vais lui mettre 4. Voilà. On va dire que de base, on va lui filer ces caractéristiques. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, alors, je vais peut-être vous le montrer à l'écran au niveau des sous-traits et des modificateurs parce que là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est écrit en tout petit, on peut le voir ici, et j'ai besoin que vous regardiez là les modifications au niveau. Alors, la santé, c'est le nombre de blessures qu'on va pouvoir encaisser, donc on voit des petites croix qu'on mettra dans un tableau. Et là, on va dispatcher, on va diviser ce chiffre ou pas dans ces sous-traits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en gros, agilité, par exemple, vigueur, je vais mettre, on va dire, en agilité, je vais mettre 6. Et en vigueur, je vais mettre 5. Et si je regarde dans les sous-traits de modification, j'ai 6 ou 7 et ça va me faire plus 1 en agilité. Voilà. Et ensuite, la vigueur, j'ai 5. Donc, j'aurai un modificateur de plus 0. Et ça, on va les ajouter au dé, éventuellement là, quelle qu'elle soit. Si on nous demande de faire un... On tombe sur un piège, on nous demande de faire un jet d'agilité avec un seuil de difficulté de 6. On jettera 2d6 et on rajoutera la vigueur. Voilà comment ça fonctionne. Et je vais faire pareil pour le reste. Et on regardera le résultat final à la fin.
On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini de dispatcher mes chiffres hein, au niveau de mes modificateurs, à savoir par exemple en combat, j'ai estimé que il n'était pas beaucoup archer, il est plutôt à l'épée, mais je garde quand même, on va dire, cette compétence archerie. Donc les modificateurs de 3 sont, alors là je me suis trompé, c'est -1, c'est pas 0. C'est -1 quand je fais un 3 et au niveau de l'art de l'épée, si je suis à 6, c'est un +1. 3, c'est -1 au niveau des arcanes. 4, c'est 0 de modificateur. Le jugement, j'ai 2, donc forcément j'ai un -1. Sagesse, j'ai 2, donc j'ai -1 au modificateur. Et la franchise, j'ai 4, j'ai 0. Et par contre, en ruse, j'ai -1. Je ne suis pas très rusé, on va dire. Je suis plus un peu, voilà, un peu franchise. On va au niveau du combat. Alors, ensuite, ce qu'on va voir, ça va être au niveau de l'équipement. Alors, au niveau de l'équipement, nous avons ici une liste d'objets qui coûtent un certain nombre de points. Donc, je vais sélectionner certains de ces objets, à savoir qu'on pourra aussi avoir un loup de compagnie si on le désire, et quelques objets hormis les armes de base. Et je reviens vers vous une fois que mon choix est fait. Alors voilà, j'ai fait mon choix, donc à savoir, ce que je n'ai pas précisé, au niveau des objets, les figurines ne peuvent avoir que 5 objets en leur possession à la fois. Alors à savoir que vous pourrez avoir un campement où vous déposerez des objets pour vous équiper. Vous pouvez éventuellement vous équiper de flèches, parce que là vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté un arc, en dépensant 5 or, 5 pots de moutarde, comme vous voulez. Vous pourrez vous équiper en flèche, par exemple. Alors, 5 objets. Au niveau des objets, bon, de base, on a une épée, hein, ce qui fait pas grand-chose. Ça, c'est pas... voilà, c'est une épée de base. Par contre, j'ai acheté un arc long pour 10 pièces d'or, qui a 5 flèches. Et là, c'est important, parce qu'on ne pourra faire que 5 tirs. Ça, c'est assez réaliste. Et j'ai acheté une potion de soin pour 4 pièces d'or. Donc là, 10 plus 4, ça fait 14. Et il me reste un pot de moutarde dans ma besace. Et là, si j'utilise la potion de soin, ben, ça va m'enlever 2 blessures. Voilà en gros, je dis bien en gros, pour la création de ce personnage. Donc je ne vais pas aller plus loin, à savoir que l'expérience vous en gagnerez au cours du jeu. Ça, en fonction des scénarios, donc ça ne va pas débouler à fond, hein, les points, ça va être sûrement au niveau de certains scénarios, vous allez gagner entre 1 et 2 points d'expérience. Voilà, en gros, on va dire, la création d'un personnage. Ce que je vous propose maintenant, ça va être la mise en place d'une table, d'une tuile, hein, mise en place, aussi bien au niveau des décors que des personnages et des ennemis. Et ça va être le scénario qui va vous le dire. Alors pour pas vous spoiler, je vais inventer un truc. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Allez, dans cette section, on va voir ce qu'est un défi narratif et on va procéder ensuite à la mise en place d'un scénario quelconque ainsi que de nos personnages et des ennemis. Un défi narratif va vous permettre, dans certains cas de figure et en fonction du scénario, d'enrôler quelqu'un dans votre quête, de potentiellement, on va dire, défier des pièges, ou enfin bref, il y a des trucs comme ça hein, qui peuvent arriver. En l'occurrence ici, je vais vous simuler un défi narratif qui potentiellement va pouvoir me permettre d'obtenir un point d'expérience, car vous avez relevé le défi, vous l'avez réussi, et vous gagnez de l'expérience. En l'occurrence ici, Alaric, le seigneur Cathare, vient
à la rencontre d'un inconnu. Bonjour inconnu, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amora, je viens de Dijon. Oh, tu m'intéresses, tu vas accroître ma richesse. Et en plus, je fais de la poésie car je suis un troubadour. Eh oui, ça vient du pays Qatar, les troubadours. Donc du coup là, qu'est-ce que va me demander le scénario? Va me dire sur un jet de 2d6, avec votre sous-caractéristique par exemple, allez je vais prendre laquelle là? Je vais prendre la franchise, car j'ai été franc, j'ai dit voilà, enfin, admettons, hein, c'est le scénario qui va vous le dire quelle caractéristique prendre. Donc là, la franchise a un modificateur de 0. Et on nous dit que la réussite sera de 6 ou plus avec votre modificateur. En l'occurrence, je n'ai pas de modificateur, donc j'ai plus 0. Je jette mes 2 dés et je fais 8. Mon cher Amora, je te remercie de rejoindre mon équipe dans la quête. Allons-y, cher ami, allons chercher des pots de moutarde. Broup, et voilà. Voilà le défi narratif réussi. Donc je gagne un point d'expérience, je passe à 39. Le prochain, on va dire, la prochaine étape, je vais vous dire où c'est. Donc en tant que croisé, si j'arrive à 40 XP, je passe à niveau 2. Et je pourrais sélectionner une compétence supplémentaire ou une compétence inférieure ou égale. Enfin bref, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai découvrir. Et maintenant on passe à la mise en place du scénario qui stipule qu'on va explorer des donjons, etc. Il y a tout un aspect bien sûr narratif, jeu de rôle. Et dans le scénario, on nous demande d'installer des décors. Et là, ça va se faire aléatoirement à travers un des 10 et un des 6. Hein, comme vous l'aurez compris, ça crée l'intersection. Hein. Le résultat va nous montrer où on va positionner le matos. Donc, petit récapitulatif. Un petit décor occupe une case. Un moyen décor occupe 2 cases, un grand décor occupe 4 cases. Et il y a une histoire de hauteur de l'obstacle. Par exemple, un décor bas va bloquer la ligne de vue, mais pour le traverser, on devra dépenser 2 points de mouvement. Et un décor haut bloque la ligne de vue et ne peut pas être traversé. En l'occurrence, le scénario me demande 3 petits décors bas et un décor haut. Je vais faire la mise en place. Je jette mon dé. Je fais 5, je fais 6, donc j'aurai un petit décor qui va venir se positionner ici. Ensuite, je jette mes dés, je fais 5 et je fais 4. Je vais venir, décidément, ils sont collés les décors, ici. Je fais 7 et je fais 2. Je vais positionner un petit décor ici et je vais terminer par une grande colonne, donc un grand décor. Et là, je fais 8 et 5. Donc 8 et 5, je suis là. À savoir qu'il faut qu'il y ait un des coins qui touche l'intersection, le résultat au niveau de l'intersection. Alors, soit je le pose comme ça, soit je le pose comme ça, soit je le pose comme ça, mais il faut toujours que un des coins touche la case ciblée. À savoir que maintenant, on va positionner les ennemis et pour cela, on va juste utiliser un des 6 et on va les positionner sur la colonne numéro 10. Donc, je jette mon dé, je fais 3, je positionne mon zombie qui aura ses caractéristiques bien sûr spéciales en fonction du scénario. Je vais repositionner un ennemi qui cette fois-ci se met à 4. 4, c'est à côté. Décidément, il navigue en horde ces zombies. Et je vais rejeter le dé. Je fais un 3. Et on peut voir, alors ça tombe bien, que la place est prise. Donc, si je fais un 3, je serai obligé de passer à la colonne suivante pour le placer. Si j'aurais eu un décor, une figurine ici, mon décor, je serais obligé de sauter et de venir le placer à la colonne, après la colonne. Voilà, donc là, forcément, ça tombe bien, on reste dans le thème, parce que les zombies, ça se déplace en horde, et du coup, on est bien positionné. Pour le scénario, pareil pour les héros. Hop, je jette le dé, je fais 3, donc je vais positionner
mon seigneur Alaric ici. Et hop, 6. Et je le positionne ici. Voilà. Donc là, la mise en place a été faite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux règles, on va dire entre parenthèses au cœur du jeu qui sont les règles, soit l'initiative, le mouvement, le combat et le tir. Et on se retrouve tout de suite. Allez, dans cette avant-dernière section, nous allons voir l'initiative, le mouvement, le combat, le tir. On terminera par la dernière section qui est l'interlude, c'est-à-dire la fin du tour, la fin des activations, pour terminer par une conclusion au niveau du jeu. Donc là, on va voir l'initiative. Alors, en fonction du scénario, on va vous dire ce qu'il faut comme pion initiative. En l'occurrence, dans ce scénario-là où on va affronter des zombies, les zombies vont avoir 3 pions d'initiative que j'ai matérialisés par des gemmes parce que c'est plus petit. Vous pourrez utiliser, pourquoi pas, des dés de même couleur pour l'ennemi et des dés d'une autre couleur pour vos héros. En l'occurrence, moi je sais que là, je vais prendre les bleus contre les rouges, donc mes héros contre les zombies, à savoir qu'il y a une notion d'avantage au niveau de l'initiative. En général, pour l'ennemi, c'est précisé dans le scénario. Et pour nous, en l'occurrence ici, nous avons un compagnon supplémentaire pour aller à la recherche de la moutarde royale. Donc ça nous procure un avantage supplémentaire. Donc 4 pions d'initiative contre 3 que l'on va mettre dans notre joli petit sac. Voilà, qu'on va secouer. Et on va voir qui va commencer en premier. Donc en l'occurrence ici, ça va être, hop, j'ai fait tomber, ça arrive, un héros. Alors, quelles vont être les actions que l'on va pouvoir faire lors d'un tour de jeu? À savoir que nous aurons la possibilité de faire 2 actions, mais pas 2 fois la même, soit se déplacer et tirer, soit se déplacer et attaquer. On ne pourra pas bien sûr se déplacer 2 fois, on pourra utiliser un objet, on pourra activer une compétence. Donc voilà pour les actions à faire. Donc je récapitule, 2 actions pendant une activation, non pas 2 fois la même. Donc moi personnellement, là je sais ce que je vais faire en matière d'action. Donc je vais potentiellement me déplacer. Alors à savoir qu'au niveau des mouvements, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fonction des monstres que vous rencontrez, ils vont se déplacer d'une certaine façon. Pour cela, le mouvement de chaque héros, c'est-à-dire c'est un mouvement normal, on pourra se déplacer de 4 cases. D'accord? Par contre, il y aura sûrement des bestioles qui vont ramper. Dans ce cas, ils auront un déplacement que d'une case. Ou avancer lentement. En l'occurrence, nos zombies ici, ils avancent lentement selon la caractéristique du scénario. Ils se déplaceront jusqu'à 2 cases. Et enfin, on a la possibilité de rencontrer des bestioles qui se déplacent rapidement. Et dans ce cas-là, ils se déplaceront jusqu'à 6 cases. Donc je récapitule. Mouvement d'une case, c'est ramper. Mouvement lent jusqu'à 2 cases. Mouvement normal, la plupart de nos héros se déplacent à 4 cases. Pardon, et un mouvement rapide jusqu'à 6 cases. Et, particularité, on ne pourra se déplacer qu'orthogonalement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se déplacer en diagonale. Donc j'ai vérifié, j'ai regardé des vidéos en anglais. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a absolument pas du tout en français au niveau du gameplay. Ça va pas tarder. Du côté de Julien, je pense aussi. Donc on ne pourra se déplacer qu'orthogonalement. Ça, c'est la particularité de notre mouvement. On va voir maintenant comment se passent les combats. Alors au niveau de l'attaque, c'est très simple. On va prendre pour nos héros 2 dés. En l'occurrence ici,
j'ai tiré mon activation de héros. Je vais venir le mettre dans ma mon petit réceptacle. Donc là, j'ai deux actions. Je l'active. 1, 2, je me déplace au contact du zombie. Donc j'ai fait ma première action. Il m'en reste une, ça va être d'attaquer. Et pour attaquer, il suffit de jeter 2 dés et de rajouter son art de l'épée. En l'occurrence, là, j'ai plus 1. Voilà. Donc, alors, pour faciliter les choses, en général, on va prendre les caractéristiques, on va jeter les dés pour l'ennemi également. Alors, si je regarde au niveau des zombies, lui, par contre, c'est spécifique sur sa fiche de scénario. Donc, un zombie a 2 points de vie, un mouvement de S, c'est-à-dire slow, de 2. Il a une défense de 1d6 plus 3 et il n'a aucune capacité. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Ben, je vais prendre mes dés blancs, tiens, pour symboliser mon templier. Et un dé 6, hein, spécifique aux zombies. On va jeter tout ça. On va regarder, je fais 6 et 3, 9 et 1, 10. J'ai fait un score de 10. Et là, le zombie, lui, par contre, il a une défense de 1 dé 6 plus 3, ce qui fait 9. Donc, pour qu'il contre mon attaque, il faut que son score soit identique au mien ou supérieur. En l'occurrence ici il a fait 8, moi j'ai fait 9 et un 10, il n'a pas atteint 10 ou plus, donc je lui inflige un point de dommage. Alors j'utilise ces petits cœurs là, mais c'est un petit peu gros pour la table, c'est pas grave. Donc il n'est pas arrivé à se défendre, et là je mets fin à mon activation. Admettons que j'ai pioché, allez, j'ai pioché dans mon petit sac une autre activation. On passe maintenant au tir. Alors, au niveau du tir à distance, donc je vais activer ce cher Amora qui envoie des flèches piquantes sur notre petit zombie qui est là-bas. Alors, au niveau du tir, c'est un petit peu différent parce que là, il va falloir passer par de la diagonale. Donc, par contre, il faut qu'une ligne droite soit tracée entre le centre de la figurine et le centre de la case adverse sans être interrompu par une autre figurine ou un décor. En l'occurrence ici, bah, c'est plus ou moins interrompu par un décor. Donc à savoir que je vais lancer mes dés de 2d6. Je vais rajouter l'archerie. Admettons que là il a 0, ce cher Amora. La valeur totale du score de l'attaquant doit être bien sûr supérieure au jet de la défense, à savoir que je subis -1 pour chaque obstacle traversé. Donc, je vais reprendre mes dés. Je vais tirer avec un score de -1. Je suis à distance avec un arc, parce qu'un arc simple tire à 6. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis à distance. Je jette mon dé. Et comme vous pouvez le voir ici, la défense du D6 plus 3, 4. Moi, je touche malgré le -1. Voilà, je fais 9. Donc, le zombie va perdre un point de vie sur les 2 qu'il possède. À savoir que s'il y aurait eu une figurine qui soit orthogonalement ou diagonalement adjacente au tireur, elle ne peut pas être prise pour cible. C'est pour ça que c'est à retenir, ce qui est logique, elle est trop près, donc elle ne peut pas être, on va dire, attaquée à bout portant comme ça. Alors, petite particularité, c'est ce qu'on appelle, ce que vous connaissez tous, les wargamers, une attaque d'opportunité. Bien souvent, les monstres ont une intelligence artificielle beaucoup plus agressive que les joueurs normaux. En l'occurrence, ils ne se soustrairont pas à un combat, bien au contraire. Donc moi, je décide lors de mon activation de m'éloigner de ce zombie. Hop, je sors de sa zone d'attaque. À partir du moment où je fais ça, où je tente de sortir d'une case qui est adjacente à mon ennemi, qui est un zombie, en l'occurrence ici, c'est pas spécifié s'il faut qu'il soit adjacent orthogonalement ou diagonalement. Bon,
je suppose que ça doit fonctionner dans la diagonale aussi. Ce dernier effectue une attaque de base gratuite. Voilà, si ma figurine subit une blessure lors de cette attaque, elle n'est pas autorisée à poursuivre son déplacement et reste dans la case actuelle. Donc admettons, au niveau de la défense, bah, je me suis loupé et l'attaque, elle est réussie, je vais sûrement perdre un point de vie. Par contre, si je réussis à me défendre, je vais pouvoir m'extraire et continuer mon mouvement. Alors, au niveau de la défense, parce que là on a vu l'attaque, au niveau de la défense, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est quand on vous attaque, c'est-à-dire lui, le zombie, attaque notre cher Amora. Donc pour se défendre sur une attaque de mêlée, il devra jeter 2 des 10 et devra rajouter sa vigueur. En l'occurrence ici, bon alors c'est pas Amora, mais je vous montre l'exemple. Admettons il a 0 en vigueur, il va essayer de se défendre. Donc là, le zombie fait 3 plus ses caractéristiques 3, donc D6 plus 3, ça fait 3 et 3, 6. En l'occurrence ici, moi je fais 5. Je n'arrive pas à égaler ou être supérieur à l'attaque. Malheureusement, je vais prendre un point de vie. Alors pour les attaques de mêlée, par contre, ça sera un petit peu différent. Enfin, du moins différent dans le sens où on jettera le même nombre de dés, sauf que là, on utilisera, on va dire, l'agilité. Voilà, c'est là où on peut se défendre contre une attaque à distance. Donc agilité dit esquive, etc. Donc voilà, au niveau des attaques et des défenses. Maintenant, on va passer à la spécificité de l'activation des ennemis. Alors, en matière d'activation de l'ennemi, je vais prendre mon petit sac. Est-ce que je vais avoir la chance de pouvoir activer un ennemi? Hop, allez, on va le prendre. Donc, j'ai un ennemi qui s'active. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un ennemi va s'activer? C'est qu'on va sélectionner un ennemi qui est présent sur la table et on va l'activer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va oublier cela pour l'instant, vu que, admettons, il s'est activé au tour d'avant. Allez, hop, on va lui mettre sa petite gemme. Alors, l'ennemi avec une arme de mêlée uniquement. Alors, ils n'ont pas d'arme de mêlée, comme on peut le voir, mais par contre, ils vont au corps à corps. L'ennemi la plus proche de la figurine du joueur. Donc, la plus proche figurine, c'est celle-là. Il va tenter de se déplacer en étant adjacent à une figurine du joueur et d'attaquer. Donc, il va faire 1, 2. Donc, je rappelle que les diagonales en déplacement sont interdites. Et il va attaquer. Donc, on a vu la notion d'attaque. Si un ennemi a un arc, admettons, ou une attaque à distance, un ennemi qui n'est pas adjacent à la figurine d'un joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à portée pour effectuer une attaque à distance. Admettons, il était ici. Donc, il va tenter de se mettre à portée. 1, 2. Donc là, forcément, c'est un zombie avec un arc. Ça s'est jamais vu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est l'Heroic Fantasy. Donc là, un arc normal, ça a une portée de 6. Donc je suis à 2. 1, 2. Donc, il va se mettre à portée, effectuer une attaque. Et cette fois-ci, il va effectuer une attaque de tir. Alors, il est marqué que cet ennemi peut également effectuer une attaque de mêlée. Donc là, c'est se mettre à portée pour effectuer une attaque à distance. Il peut également effectuer une attaque de mêlée, ce qui est normal parce qu'il est doté d'un arc et des fois, il peut aussi aller au contact. Vous avez compris l'astuce? Alors, il y a aussi des ennemis qui peuvent avoir une capacité qui peut aider ses alliés. Un ennemi qui n'est pas adjacent à la figurine d'un joueur va utiliser sa capacité pour aider, buffer autant d'alliés que possible. Voilà. Un ennemi qui n'a pas été activé pendant le tour de combat, il va se déplacer vers la figurine du joueur le plus proche. Alors moi je vous conseille, au niveau des activations des figurines, vous allez prendre ce que je prends moi, parce que normalement, c'est vrai que les petits jetons là, ceux-là, on les met, enfin moi je les mets dans le truc d'activation. Donc lui c'est activé, je mets un petit point d'exclamation, d'interrogation, pardon.
d'exclamation. J'ai la fatigue, ça a fait chaud. Et du coup, bah, là, il me reste à lui. Donc, si je tire de nouveau une activation, je saurai que lui ne s'est pas activé, donc il va le faire, admettons. Et puis, il va se déplacer. 1, 2, toujours orthogonalement. Donc, voilà, en gros, comment ça se passe au niveau des activations. Je suis volontairement pas rentré dans tous les cas de figure parce que j'ai déjà cette vidéo, elle en est à une demi-heure, à peu près 40 minutes. Donc là, c'était pour vous montrer succinctement les combats, hein, en vous rappelant que quand on tire à travers un obstacle, on a -1 à son jet. Donc vous voyez, c'est très simple. Le défenseur va devoir faire égal ou supérieur au résultat de l'attaque. Toujours, c'est comme ça qu'on se défend. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer on va dire, ces règles sur ce qu'on appelle l'interlude, et ensuite, je vous ferai une conclusion. Alors, une fois que tout le monde s'est activé, c'est-à-dire que tous les jetons d'activation ont été tirés, donc il n'y a plus rien dans le sac, eh ben, on va vérifier éventuellement les conditions de victoire. Pour cela, l'interlude nous précise que si tous les ennemis sont vaincus, ben, dans ce cas-là, on va regarder ce qui se passe au niveau de la conclusion du scénario. Si on a terminé la mission, voilà, s'il y avait un objectif, ouvrir un coffre ou peu importe, voilà. Et si le défi de combat a des règles spéciales pour l'interlude, il faut les suivre, tout simplement. Si à tout moment toutes les figurines des joueurs sont vaincues, le défi de combat est perdu. Voilà. Donc à savoir que là, ben, du coup, ben, il me reste un monstre sur la table. Donc, admettons que l'objectif avait été de traverser. Admettons, il y avait une porte ici. On devait aller ouvrir cette porte. Bon, ben, malgré qu'il n'y ait plus d'ennemis, ben, le scénario n'est pas fini parce qu'il faut aller l'ouvrir la porte. Mais comme il n'y aura pas d'apparition de créatures, donc on considère aussi qu'il est terminé. Donc je remets. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Donc j'enlève mes pions d'activation de mon monstre. Et je vais de nouveau relancer le combat. À savoir qu'une fois que tout est terminé, on pourra aussi créer un camp. Donc voilà, parce qu'il y a un symbole camp dans un scénario des fois qui va nous permettre justement de pouvoir se régénérer, se réanimer éventuellement, se soigner, racheter des flèches, enfin bref, plein de trucs comme ça. Je vous passe les détails, vous regarderez. Et puis voilà, je pense que j'en ai terminé là. Je vais arrêter et puis on va conclure cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à soutenir l'auteur pour 2 $, ça vaut le coup. Si vous avez acheté le jeu et que vous faites une capture d'écran, vous envoyez un mail à Julien pour qu'il vous donne la version française. C'est un peu le deal hein, pour soutenir l'auteur. Moi, je trouve quand même ce petit jeu en conclusion excellent. Il y a des choses à développer. Il y a dans le petit livret de base, il y a qu'un scénario. Il y a le Day of Rats qui est téléchargeable gratuitement. Julien travaille sur un scénario, je vais peut-être m'y mettre aussi. Après, voilà, c'est dans la création, faire vivre un jeu, il faut quand même que les monstres soient assez équilibrés. Par exemple, si vous créez une momie, il faut lui mettre un certain nombre de points de vie, tout en sachant que peut-être une momie est peut-être un peu plus costaud qu'un zombie, mais avance plus lentement. Donc, d'où ce choix des 4 vitesses, 1, 2, 3 et non 4 et 6. Donc c'est pas mal, c'est un bac à sable, on peut ouvrir tout ça pour le développer. Moi je le trouve excellent. Et puis bon, vous voyez, au niveau, il n'y a pas besoin de 36 millions de figurines. 3-4 figues, un peu des zombies, un peu des héros, terminé. Règle simple, ça me fait penser un peu à du Donjons et Dragons de mémoire, mais au niveau des modificateurs et tout,
voilà, ça me dit quelque chose, ce système de combat me dit quelque chose. Ben écoutez, faisant suite à cette vidéo, dès qu'elle sort, d'ici, allez, soit je publie directement la vidéo de conception de tuiles, soit je vais attendre un petit peu de façon à ce que les gens sachent que derrière il y a une tuile de conception, parce qu'ils vont voir la vidéo, mais il y en a qui ne vont pas la voir tout de suite. Donc je vais voir comment je fais tout ça. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, il y a la suggestion avec la nouvelle playlist Rusty Dagger, donc vous trouverez tout dedans, vous pourrez revenir plus tard. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à aller acheter ce jeu à 2 $, je vous mets la description, enfin tout ce qu'il faut au niveau des liens pour aller voir. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver ce mois de septembre 2022, il y a des trucs qui doivent arriver. À bientôt, allez, ciao.